ce point info petite enfance qui est coprésidé par Clotilde Robin, qui est adjointe au maire de Roanne, vice-présidente de Roanne Agglomération, et Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville, coprésident tous les deux du groupe de travail petite enfance de l'Association des maires de France, qui seront là. Ils vont d'ailleurs plus ou moins s'approcher, ils vont commencer à être à mes côtés, si ça vous ennuie pas, pour me soutenir dans ce lancement de ce point info. Nous allons donc en discuter avec vous, Madame la Ministre. Merci d'être là. Vous êtes là avec nous jusqu'à 16h45 précisément, pour répondre à un certain nombre de questions. Agnès Canaillet, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance. Ce point info a vocation à présenter l'impact pour les communes des dispositions de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment les nouvelles compétences qu'elles devront mettre en œuvre au 1er janvier 2025, les modalités de compensation financière ainsi que le lien avec l'intercommunalité. Il sera également l'occasion de revenir sur la réforme des modalités d'agrément et de contrôle des crèches prévues par l'article 18 de la loi. Madame, monsieur, coprésident donc de ce forum, qu'est-ce que vous attendez donc à la fois des réponses de Madame la Ministre et puis de l'organisation en quelque sorte de ce point info? Merci beaucoup. Nous remercions déjà la présence de Madame la Ministre. C'est une chance que nous avons de vous avoir cet après-midi à nos côtés. Et puis peut-être 2 mots pour présenter ce groupe de travail composé d'une centaine d'élus qui sont assidus. Nous nous réunissons toutes les 6 à 8 semaines. Des élus venant de tout le territoire, d'outre-mer également, qui se connectent de façon régulière et qui font remonter des problématiques, des difficultés, mais aussi des expériences de territoire, de terrain, et qui nous permet d'avoir une feuille de route que nous pouvons présenter à vous, Madame la Ministre, au gouvernement, à la CNAF, voilà, qui nous permettent de nous alimenter et qui permettent à l'AMF d'avoir des retours bien précis, des retours de terrain, des retours de territoire. Donc nous sommes heureux, Daniel et moi, de vous accueillir aujourd'hui, effectivement, pour présenter ces nouvelles compétences qui seront à mettre en place dès le 1er janvier 2025. Eh bien, nous attendons des échanges, nous attendons des précisions et nous attendons des clarifications et nous attendons des informations. Il reste peu de temps, Daniel Cornalba, pour savoir comment en 2025, dans quelle direction on ira. Est-ce que les maires sont inquiets, attentistes, rassurés? Dans quel état d'esprit vous les trouvez? Alors attentiste jamais, je pense, mais du coup c'est l'occasion de saluer tout le monde et je rejoins avec beaucoup d'enthousiasme évidemment ce groupe de travail et merci pour tes mots, Clotilde. Je voulais évidemment saluer aussi Xavier, je ne sais pas s'il nous a rejoint, mais un immense merci à lui pour le travail qu'il a accompli et son engagement. Xavier qui Madeleine, d'accord, qui était donc coprésident de ce groupe de travail, donc je tenais vraiment à le saluer pour le travail qu'il a réalisé. Et j'en viens évidemment, merci à vous Madame la Ministre et aux intervenants de haut niveau qui seront là, puisque comme vous le savez, vous êtes nombreux. Je pense que c'est bien la preuve qu'il y a des attentes, des questionnements. Vous posiez la question de l'état d'esprit qui était le nôtre. Celui de l'Association des maires de France est résolument constructif, parce que je pense que le service public de la petite enfance et la petite enfance de façon générale est vraiment au cœur de nos préoccupations de toute évidence. Et en même temps, je dis constructif, mais aussi exigeant, c'est-à-dire que nous avons vu dans cette réforme-là l'occasion de reconnaître l'action que mènent bien souvent déjà les collectivités territoriales, les communes, les intercommunalités dans ce domaine, avec quelques points de vigilance, effectivement, sur la compensation que nous souhaitons intégrale, évidemment, de cette réforme. C'est une évidence pour nous, surtout dans un contexte financier, je le dis en tant que maire, qui est une source d'inquiétude. Et je le dis aussi pour les plus petites communes, puisqu'on parle souvent dans le débat public des plus grandes communes, des régions, des départements aussi. Mais quand on impacte financièrement, effectivement, les plus grandes strates, en vérité, les petites communes sont aussi impactées. Mais j'ajouterai juste un mot peut-être pour clore ces quelques mots introductifs de ma part. C'est que je crois que cet échange doit aussi pouvoir être l'occasion pour nous peut-être d'évoquer, je pense qu'il y aura des questions sur la question des filières professionnelles de la petite enfance, où je crois qu'il y a un enjeu majeur en la matière, avec un manque criant aussi de personnel. On dit souvent qu'il manque à peu près 10 000 personnels dans ce domaine-là, et donc en tout cas dans les collectivités, nous le ressentons fortement. Deuxièmement, peut-être saluer
l'effort qui est fait pour les créations de nouvelles places en crèche, mais avec le souci qui peut être le nôtre à l'AMF, évidemment de se préoccuper des créations nouvelles, mais de préserver aussi l'existant, puisque si on a des suppressions, évidemment, dans nos territoires, si ça vient compenser négativement ces créations nouvelles, bah, ma foi, nous serions toujours en difficulté. Et enfin, peut-être le dernier point, je pense qu'il y aura beaucoup de questions, c'est la question de l'accompagnement des territoires dans cette réforme-là, et je sais que c'est un point d'attention, État, collectivité, d'avancer ensemble dans ce domaine-là, et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail remarquable des PMI, je tiens à le dire très sincèrement, en dépit de moyens qui ne sont pas infinis, on le sait, mais qui font un travail remarquable. Donc vous l'aurez compris, de l'exigence, mais de la constructivité aussi, parce que je pense que c'est ce qu'on a en droit d'attendre pour la petite enfance. Et on va voir comment tout ça se coordonne. Merci pour ces deux premiers propos introductifs. Je rappelle effectivement, et vous avez raison d'insister là-dessus, la liste des intervenants. Pauline Domingo, qui est sous-directrice de l'enfance et de la famille à la Direction générale de la cohésion sociale. Isabelle Dorlia-Pouzet, qui est sous-directrice des compétences et des institutions locales à la Direction générale des collectivités territoriales. Jean-Baptiste Frossard, directeur de projet, service public de la petite enfance, direction de la sécurité sociale, et Nicolas Grivel, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. Merci d'être là. On va prendre un petit propos aussi, solliciter de votre part, Madame la Ministre, un propos d'introduction pour savoir, justement, il y a cet état d'esprit, il y a des attentes. Est-ce que vous avez, a priori, des nouvelles à annoncer au maire ? Bien, bonjour à tous et ravi d'être là pour partager ce temps d'échange. Et malheureusement, je devrais vous quitter avant la fin, mais je suis moi-même très encadré par des membres de mon équipe qui pourront répondre aux côtés, bien évidemment, de la CNAF et des services de la DGCS, à vos questions concrètes. Moi, ce que je voulais vous dire cet après-midi, et c'est pour ça que j'avais à cœur d'être présente, c'est toute l'ambition de ce projet de service public de la petite enfance qui s'appliquera à partir du mois de janvier prochain, vous le savez. C'est un vrai enjeu d'attractivité des territoires pour les élus locaux. Il s'avère que dans une vie antérieure, j'ai été en charge de ces questions-là en tant qu'adjointe au maire. Et on voit bien que, et quand on rencontre les élus locaux, ils nous posent souvent la question du maintien de leur école, la difficulté de faire venir des familles, des couples et des populations sur leur territoire. Et moi, je suis convaincue que le service public de la petite enfance, c'est un enjeu majeur pour pouvoir avoir une attractivité sur les territoires et donner aux parents, aux futurs parents, les conditions pour concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Là aussi, il y a une demande forte et nous voyons qu'il y a une inégalité des territoires en ce qui concerne les places de crèche. Il y a des territoires, 25% dans lesquels il n'y a aucune structure petite enfance et d'autres dans la même proportion où il y a 75% de la demande qui est couverte. Donc on voit bien globalement, on a besoin de mieux répartir et mieux répondre pour permettre à chaque parent qui le souhaite en France de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. On a un enjeu collectif de natalité. Vous savez que tout notre équilibre démographique, économique, social en France, notamment de protection sociale, repose sur la démographie, et nous devons effectivement, collectivement, faire en sorte que les parents qui ont un désir d'enfant, et ce désir est grand, eh bien, le réalisent. Et pour cela, c'est la confiance dans cette capacité notamment à pouvoir concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, confiance dans l'avenir et confiance dans la société. Donc c'est là où nous devons nous reposer sur les maires. Cette confiance, elle ne viendra que de la proximité, elle ne viendra que du lien local. C'est pour ça qu'il me paraît que la commune, c'est le meilleur échelon pour développer ce service public de la petite enfance. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites indications sur la mise en œuvre du calendrier du service public de la petite enfance? Alors, il sera effectif au 1er janvier, c'est la date d'entrée en vigueur de la loi. Il nous reste quelques décrets d'application à affiner, 4 très exactement. La raison pour laquelle ces décrets sont affinés, c'est que nous sommes en concertation évidemment avec les élus locaux. Et moi, ma volonté première, c'est de ne pas rajouter de la complexité à la complexité. Je pense à un exemple, par exemple, sur le schéma, qui est une des obligations, puisque l'intérêt du service public de la petite enfance, c'est de pouvoir recenser les besoins
et définir l'offre. Donc il y aura un schéma d'offre, d'accueil des petits-enfants qui dépendra aussi de la taille, au moins pour les communes de plus de 3500 habitants. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que quand il y a une CTG avec la CAF qui fonctionne, eh bien, elle puisse valoir CTG schéma. pour les personnes... Convention territoriale globale. Je vérifie à chaque fois, pardon. Oui, mais vous avez raison, parce qu'il y a tellement d'acronymes. Merci. Ces ministères sociaux. Et que donc, du coup... Ma volonté, c'est que quand le dispositif existe, le schéma existe, pas peine de refaire ce qui existe déjà. Il faut simplifier la vie des maires. J'étais aussi 10 ans sénatrice, alors j'ai aussi ces messages qui sont l'ADN du Sénat toujours à cœur. Simplifier la vie des élus locaux, prendre en compte aussi l'agilité et l'adaptation aux spécificités du territoire, et puis faire en sorte que cela puisse ne pas engager et donner la possibilité aux élus, aux maires qui le souhaitent, de s'investir dans cette compétence qui, pour moi, est un beau projet communal. D'accord. Vous allez aller au contact de ces élus-là en 2025. Alors, moi, je lis que c'est un SPPE Tour, c'est ça? Vous allez l'appeler comme ça, réellement? Sur votre agenda, ça apparaîtra comme ça? Pour le moment, c'est le nom de code de mon cabinet. Il m'appelle ça le SPPE Tour. L'idée, c'est d'aller rencontrer et d'écouter. Vous savez, d'abord parce que on voit bien qu'il n'y a que la confrontation à la réalité qui parfois fait remonter les réelles difficultés. Le législateur, et je sais de quoi je parle, on a souvent de bonnes idées. On se dit, tiens, ça c'est l'idée du siècle, elle est merveilleuse. On vote la loi et puis après on se rend compte, alors on a beau concerter, rencontrer, être à portée d'engueulade, comme dit le président du Sénat, mais c'est vrai que parfois on se rend compte qu'au final, il y a des trucs qui vrillent un peu, il y a des irritants, il y a des choses qu'il faut améliorer. Et ça, il n'y a rien de tel que le contact, la rencontre. Et puis, il faut faire un peu de pédagogie aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas que les maires aient peur de ces services publics de la petite enfance. Au contraire. Alors, soit ils ont la compétence, soit ils l'ont transférée à l'intercommunalité. Mais il faut qu'ils s'en emparent. C'est un beau projet politique. Il y a vraiment des choses à faire dans les communes. C'est financé dans l'accompagnement, c'est financé dans la création des places de crèche. Et je laisserai le directeur de la CNAF vous en parler. Il y a des moyens, c'est un enjeu, il faut s'en emparer. Et moi, je suis là, évidemment, pour tous ceux qui le souhaitent, venir faire de la pédagogie, expliquer et puis essayer de brosser les irritants. Eh bien, très bien. On suivra ce SPPE Tour. Merci pour ces introductions. Je vais appeler Jean-Baptiste Frossard et Pauline Domingo pour entrer un petit peu déjà. Hein, voilà, oui, vous pouvez vous rejoindre vos sièges. Je veux dire, voilà, pour, je sais pas où ils sont. Oh, ils sont derrière moi. Voilà. Donc, pour rentrer un peu dans la pédagogie, effectivement, avec vous. Donc, vous êtes seul finalement? Non. Ah, d'accord, ok, bon, très bien. On n'a pas répété, c'est pour ça. Donc, pour aborder la présentation des 4 nouvelles compétences obligatoires et des 2 missions supplémentaires pour les communes de plus de 10 000 habitants et les informations sur le calendrier de publication des décrets et éventuellement des différents documents prévus pour accompagner les communes et EPCI dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations. Allez-y, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que pour porter ce beau projet, comme le disait la ministre, cette belle réforme de gouvernance qui va demander aux autorités organisatrices d'apporter une réponse structurée aux besoins des enfants de moins de 3 ans et de leurs parents. Vous le savez, il y a 4 compétences qui sont devenues des compétences obligatoires depuis la loi plein emploi. Et je vais essayer de les représenter et de dire rapidement ce que ça peut engager et ce qu'on va proposer comme document d'accompagnement pour les porter. Et première compétence, c'est une compétence de recensement des besoins des familles en termes d'accueil du jeune enfant et en termes de services aux familles. Accompagnement, soutien à la parentalité, donc recensement des besoins, recensement de l'offre existante, et puis avec une deuxième compétence, c'est la planification en termes de maintien et de développement de l'offre. Je les mets ensemble puisque évidemment c'est un continuum de diagnostiquer les besoins, diagnostiquer l'offre existante et pouvoir faire une planification sur ce qui va être possible en termes de développement. Alors ça implique évidemment pour les autorités organisatrices, communes ou interco, qu'elles puissent recenser tout ce qui existe, donc aussi bien dans le champ de l'accueil individuel que collectif, et chez les opérateurs, les gestionnaires publics, privés associatifs, privés lucratifs.
Donc, il va falloir évidemment entrer dans une relation de travail partenariale qui soit plus fine, qui soit plus quotidienne avec l'ensemble des gestionnaires, y compris ceux du privé lucratif. Il va falloir pouvoir également recenser ce qui existe en termes de dispositifs de scolarisation pour les moins de 3 ans. Donc, avec l'école maternelle, c'est vraiment la perspective d'avoir ce diagnostic global et donc cette stratégie globale. Donc l'enjeu, me semble-t-il, c'est qu'on arrive, et on diffusera des documents d'accompagnement en ce sens, à rassembler tous les partenaires autour de la table quand on fait le diagnostic et quand on fait la projection. Est-ce qu'on a pensé à travailler, je le disais, avec l'éducation nationale sur ce qui existe pour les moins de 3 ans, mais aussi sur les dispositifs de continuité éducative? Est-ce qu'on a embarqué les acteurs France Travail, les acteurs de l'insertion pour voir ce qui existe en termes de place à VIP, en termes de dispositifs pour les personnes en insertion, pour les personnes en reconversion? Est-ce qu'on a embarqué les acteurs de la culture pour voir ce qu'on pouvait proposer dans l'accueil du jeune enfant en termes de parcours culturel? Est-ce qu'on a embarqué tous les acteurs côté handicap, côté médico-social, pour voir ce qu'il y avait comme besoin pour les familles et les enfants en situation de handicap et ce qui existait comme offre? Il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table pour faire le diagnostic et la planification. Et ce diagnostic et cette planification pour les communes de plus de 10 000 habitants, la ministre le disait, il va impliquer un schéma dont le décret, en effet, est en cours de concertation et de finalisation. Ce décret, pour les communes ou intercos de plus de 10 000, ce schéma, qui va être défini dans le décret, il vise précisément à dire qu'est-ce qu'on attend en termes d'objectifs quantitatifs, qualitatifs, de coûts prévisionnels, de calendrier prévisionnel, avec quel partenariat, avec quelle concertation. S'il y a une CTG, comme le disait la ministre, la commune ou l'interco n'a pas d'obligation de faire le schéma, même si elle peut toujours y recourir quand elle le souhaite. Mais l'idée, c'est que les CTG puissent aussi se mettre dans leurs exigences et dans leur méthodologie un peu au niveau des exigences qu'on définit pour le schéma. Donc on va essayer d'avoir, et c'est aussi la demande qui venait des collectivités, des CTG avec la CAF, qui embarquent tous les acteurs, qui soient bien concertés, etc. Et ça implique un dernier aspect sur le plan, puisque cette planification doit s'intégrer dans le calendrier et les orientations du schéma départemental des services aux familles. Donc il faut qu'on arrive dans tous les départements à avoir des CDSF aussi qui soient vivants, où ce soit vraiment des instances de travail. Et on sait que c'est un peu distinct, divergent selon les départements. Il faut qu'on arrive à ce soit vivant partout. Troisième qualité, c'est le soutien. Troisième compétence, c'est le soutien à la qualité. Et là, c'est vraiment la compétence essentielle, puisqu'il va falloir soutenir la qualité de l'accueil dans tous les modes d'accueil, encore une fois, public, privé associatif, privé lucratif, accueil individuel. Et là, on vous diffusera énormément de guides de bonnes pratiques, de propositions, d'actions pour dire comment la commune ou l'interco peut faire ce soutien à la qualité, c'est-à-dire concrètement de l'animation de réseau. Du soutien pour que l'ensemble de la communauté éducative sur les moins de 3 ans dans le territoire monte en compétences. Vous aurez un référentiel national de qualité d'accueil qui vous permettra de définir c'est quoi la qualité que vous cherchez à soutenir dans tous les lieux d'accueil. Un référentiel national sur les compétences des professionnels, là aussi pour appuyer et soutenir. Donc il va falloir monter sur le métier. Et puis la dernière compétence à laquelle je voulais revenir avec vous, c'est l'information et l'accompagnement des parents. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure information des parents dans le sens du parcours d'accès vers l'information sur les lieux d'accueil et, si possible, aller vers de plus en plus de guichets uniques, au moins dans un premier temps pour l'attribution des places dans les établissements publics et associatifs, avec des règles qui soient aussi claires et transparentes que possible pour les parents. Et puis, deuxième aspect, accompagnement des parents. Donc, comment est-ce que, là aussi, les communes et interco vont arriver à se positionner sur l'organisation de tout le continuum d'accompagnement des parents sur tous leurs besoins. Et pour cela, c'est la dernière information que je donnerai sur ça, les communes de plus de 10 000, oui, je vois qu'on me dit que je suis trop bavard, mais il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ça va s'accompagner de l'obligation d'un relais petite enfance qui, évidemment, est au cœur aussi de la compétence de soutien à la qualité.
notamment pour le champ de l'accueil individuel, mais aussi de l'accueil et de l'information des parents. Donc voilà ce qu'il y a dans les mains maintenant de toutes les collectivités pour pouvoir être les vrais pilotes de cette politique petite enfance. Et je crois que c'est un grand et beau mouvement. Merci Jean-Baptiste Rossard pour ces explications très éclairantes. Donc je regarde Sarah Elly, on passe à Madame, enfin on continue le déroulé avec Isabelle Dorlia-Pouzet, on est bien d'accord? Merci, vous êtes là, merci Madame d'être là avec nous pour nous présenter donc en 5 minutes le lien avec l'intercommunalité, le besoin de rassurer un petit peu les communes et les EPCI sur ce point et si possible rappeler que les services de la préfecture sont en capacité d'accompagner les EPCI et les communes pour des questions relatives au transfert de compétences à l'actualisation des statuts des EPCI. Vous avez un micro qui est à votre disposition, je vous laisse le prendre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les élus, madame la ministre. Donc, la Direction générale des collectivités locales a effectivement en charge le cadre juridique de l'organisation institutionnelle des compétences des collectivités et de leurs groupements. Donc, à ce titre, on travaille avec tous nos collègues des autres ministères, en l'espèce pour le service public de la petite enfance avec la DGCS. Nous travaillons aussi en lien avec les associations d'élus qui nous font remonter leurs préoccupations, leurs questions, leurs attentes. Et puis, nous travaillons bien sûr aussi en lien étroit et quotidien avec les services de préfecture qui sont les interlocuteurs des élus sur les territoires. Et nous insistons beaucoup sur ce point puisque l'entrée et l'interlocuteur des collectivités et de leurs groupements, c'est vraiment le préfet dans les départements. Donc sur le sujet du service public de la petite enfance, on a eu 3 grandes remontées de questions, on va dire, qui nous concernent sur l'articulation des compétences des uns et des autres sur le sujet. Donc vous l'avez évoqué, savoir comment est-ce que le transfert de compétences peut se faire des collectivités vers les EPCI à fiscalité propre, communautés de communes, comités d'agglo notamment, mais aussi syndicats divers et variés, syndicats intercommunaux la plupart du temps, mais qui peuvent être aussi des syndicats mixtes. Et il y a eu une préoccupation forte qui nous est remontée, c'est de savoir comment est-ce qu'on actualise les statuts, est-ce qu'il faut les actualiser, comment est-ce qu'on doit les actualiser, et est-ce qu'il faut les actualiser pour le 1er janvier 2025. Donc là-dessus, le message, il est clairement partagé avec les préfets, d'ores et déjà, il va l'être de nouveau d'ici le mois de décembre, c'est que oui, il faudra actualiser les statuts, mais ça c'est logique, vous en avez tous l'habitude, mais il faut les actualiser de manière pragmatique, concrète, et profiter de la mise en œuvre de cette nouvelle loi pour les actualiser de manière adaptée, peut-être en faisant évoluer les pratiques ou pas, peut-être en constatant que bien l'intercommunalité faisait déjà, et à ce moment-là, tout va bien. Et les services de préfecture sont appelés à être à l'écoute et en appui des intercommunalités pour voir si effectivement c'est l'intérêt communautaire qui doit être révisé. Est-ce que c'est une compétence sociale qui n'est pas d'intérêt communautaire qui doit être ajoutée? Est-ce que l'intercommunalité ne faisait pas pour l'instant encore quelque chose pour le service public de la petite enfance et donc c'est nouveau, et auquel cas l'interco, notamment à fiscalité propre, il faudra qu'elle choisisse d'être d'intérêt communautaire ou d'action sociale. Donc là, le préfet, enfin ses services, seront à l'écoute des collectivités, et je voulais surtout passer ce message rassurant de dire que évidemment le contrôle de légalité, il ne va pas regarder ça le 2 janvier ou le 3 janvier. Le but, comme Madame la Ministre, c'est que le service il fonctionne et qu'on aille développer en quantité et en qualité l'accueil du jeune enfant partout sur le territoire de manière pragmatique, intelligente et adaptée aux besoins. C'est ça le but, et les préfets l'auront bien en tête. Le deuxième sujet qui nous a été remonté et qui préoccupait visiblement les maires, c'est que le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut déléguer sa compétence au maire dans le cadre d'une liste bien déterminée par le Code général des collectivités. Et cette liste, elle ne comprend pas les avis
qui sont à donner en tant qu'autorité organisatrice de la petite enfance. Donc il y a pas mal de communes qui se sont un petit peu inquiétées de ce point en disant mais si on doit passer en conseil municipal systématiquement, ça peut être long, ça peut faire prendre du retard à des collectivités, à des entreprises. Et donc on va faire évoluer ce texte. Il y a une proposition qui est faite c'est un décret en Conseil d'État qui doit évoluer. Donc on va faire proposer les choses. Et il y a également une disposition législative. Donc on a une proposition d'amendement gouvernemental sur ce sujet pour faire évoluer le texte du CGCT, qui est un texte en L, et faire en sorte que le conseil municipal, à l'avenir, puisse déléguer cette compétence au maire et lever un frein qui n'était plus opportun. Voilà. Je sens que j'ai été longue. Non, pas du tout, absolument pas. Non, au contraire, non. Voilà. Je veux pas. C'est vraiment les deux points les plus importants, voilà. Les 3 points avec l'alerte que le préfet va être bienveillant, attentif et aidant. En tout cas, c'est vraiment la consigne qui est passée. Effectivement. On va voir. Mme Canaillé, vous savez que vous pouvez parler quand vous voulez sur scène. Vous êtes. Non, allez-y. Merci, Madame. C'est juste parce que j'ai la question en direct. Mesure en L, ça veut dire que c'est dans le PLF, donc ça sera pour 2025. Voilà, d'accord. Très bien. Donc la modification de la compétence et de l'article 21, 22, 22 du CGCT, ça sera prévu dans le PLF. Donc voilà. Merci à vous. Clotilde Robin, Daniel Cornalba, sur la manière dont finalement l'AMF a travaillé avec la ministre, d'ailleurs, et les services de l'État sur la réforme. Qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Est-ce que les maires ont pu obtenir? Qu'est-ce qui reste encore à aller chercher, en quelque sorte? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse de l'état d'esprit, en quelque sorte, des maires? On a beaucoup travaillé, beaucoup discuté, on a eu de l'interaction, on a de très bons interlocuteurs déjà avec la branche famille, on a les élus du groupe de travail ont l'habitude d'avoir un partenariat intéressant avec notamment Guillaume Roussier, je le cite ici, en termes d'information déjà. Et puis alors nous avons obtenu des avancées, nous avons pu avoir des satisfactions, notamment sur le schéma, pour obtenir qu'il soit proposé à l'échelle d'une collectivité à 10 000 et plus à 3 500. Ça, c'était une avancée significative. Nous avons aussi pu positionner l'échelle de la commune comme autorité organisatrice. Nous nous sommes satisfaits aussi de plusieurs échelles. Il nous reste encore beaucoup à obtenir, hein, notamment en termes de compensation financière, bien évidemment. Et puis, voilà, donc on a beaucoup œuvré pour la mise en place de ce service public petite enfance, avec bien évidemment une satisfaction pour nous, élus engagés sur ce sujet. Daniel Cornalba. Non, mais l'essentiel a été dit, mais je voulais rebondir, Madame la Ministre, vous avez parlé avec beaucoup d'enthousiasme de la vision politique que cela peut recouvrir pour un territoire, et je pense que nous serons tous d'accord ici pour dire à quel point développer un accueil de qualité dans la petite enfance est une source d'attractivité pour un territoire. Donc ça, je pense qu'on y est profondément attaché, et ça peut être un vrai levier, effectivement, pour nos territoires et d'attractivité. Un seul point de vigilance pour moi, c'est que en vue de cette réforme, effectivement, on a mené un certain nombre d'enquêtes auprès de vous, auprès des communes, des intercommunalités. Et c'est vrai que ce qui semble revenir, c'est que près de 40% à peu près des communes n'ont à ce jour pas d'agents dédiés au sujet de la petite enfance en dehors des agents en crèche. Or, ce que l'on dit là est effectivement une source d'enthousiasme et on la partage. Et c'est pour ça qu'on dit que pour nous, il y a une vraie vision politique à avoir. Mais dès lors qu'on veut assumer cette politique-là et effectivement agréger, comme ça a été justement dit, en matière de culture, en matière d'éducation, en matière de handicap, etc., ça nécessite des moyens humains et donc certainement des recrutements aussi. Donc il faut qu'on en ait conscience et c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce questionnement aussi de la compensation. Donc vous allez croire qu'on est tous attachés uniquement au sujet financier, mais il est vital. Parce que si on veut une ambition, et je pense qu'on l'a collectivement, il faut des moyens de cette ambition. Et je terminerai simplement, et je pense que ça sera un peu élaboré par la suite, notamment sur les ambitions en termes de création de nouvelles places en crèche. C'est vrai que ça, c'est une demande récurrente pour l'AMF aussi, d'être peut-être davantage encore intégré dans ces objectifs-là et dans leur conception. Et je le dis d'autant plus que si désormais
le service public de la petite enfance relève pleinement aussi des communes. Je pense que, si j'ose le dire, c'est presque le sens de l'histoire aussi, qu'on puisse, en lien évidemment avec la CNAF, être davantage impliqué dans ces objectifs-là, puisqu'à la fin, ce sera à nous de nous assurer de ce dernier kilomètre et de nous assurer que ce soit effectivement fait. Mme Robin. Je voudrais redire aussi tout l'attachement que nous avons à la qualité de l'accueil. Les maires sont gestionnaires d'à peu près 70% des berceaux. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais malgré tout, c'est celui que nous utilisons. 70% des berceaux sur le plan national. Et nous sommes extrêmement attachés à la qualité de l'accueil qui ne doit pas être une variable d'ajustement. Nous nous étions clairement positionnés contre la possibilité d'accueillir du personnel non qualifié dans nos structures, dans nos EAJE. En juillet 2022, à un moment où la pénurie était drastique, à un moment où la pénurie était très importante, et nous avions considéré, nous, AMF, que c'était mettre en difficulté le personnel qui était déjà en place, d'accueillir des professionnels non qualifiés. Il fallait, à ce titre-là, les accueillir dans des conditions qui étaient dégradées, et nous étions la seule association à se positionner contre cette possibilité. Voilà, donc nous avons vraiment la volonté de travailler sur un plan métier, la volonté de travailler sur un plan métier ambitieux de façon à accueillir des professionnels qualifiés pour vraiment travailler sur la qualité de l'accueil. Ça, ce ne sera vraiment pas la variable d'ajustement. Madame Canaillé, je vais vous inviter à venir avec nous, prendre le micro. Je sais pourquoi. Déjà pour éventuellement apporter des éléments de réponse, si vous le souhaitez, bien sûr, aux constats qui ont été faits par les deux coprésidents. Et puis c'est le principe, et je sais que vous y êtes attaché vous-même, en tant qu'ancienne sénatrice et élue locale, d'aller faire parler quelques maires quand même dans les forums. Quand vous partez à 16h45, j'irai recueillir 2-3 témoignages ou des questions pour que vous puissiez y répondre. Ça vous va comme, Avec plaisir. Avec plaisir. Sur ces deux interventions, déjà ? Ou est-ce qu'on va déjà, ou est-ce que vous faites une réponse globale? Non, mais je ferai une réponse globale. Mais oui, après, c'est vrai que nous travaillons de concert. Moi, j'ai déjà rencontré David Lisnard, j'ai rencontré les équipes de l'AMF. Enfin, notre volonté, je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment... Moi, j'entends les difficultés et l'accompagnement. La volonté de l'État et de mon ministère, c'est vraiment d'accompagner les communes pour qu'elles investissent dans cette compétence. Alors, sur l'accompagnement financier, vous allez évidemment... en parler dans la deuxième partie, mais il y a les moyens. On attend que le PLF nous donne encore plus de moyens pour pouvoir accompagner les maires, financer des ETP pour faire en sorte qu'il y ait, à l'échelle de la commune ou de l'interco, un véritable service de la petite enfance. Et moi, j'entends beaucoup les professionnels, parce qu'on a un sujet commun, vous l'avez dit, c'est l'attractivité des métiers. Et j'entends beaucoup les professionnels qui attendent d'avoir des appuis de professionnels qui... tourne sur plusieurs structures et vient leur donner un nouvel éclairage, permettre des temps d'échange, des pratiques professionnelles, etc., etc. Donc il y a une attente forte aussi de la place des professionnels, de la mise en place de ce service public de la petite enfance, qui participera aussi, et là j'en suis convaincue, parce que c'est un enjeu majeur depuis que je suis en charge de ce ministère, la qualité de l'accueil dans les structures petite enfance. Monsieur Froissart l'a dit tout à l'heure, avec le référentiel national qualité qui arrive incessamment sous peu, je lui mets la pression, et qui va permettre de mettre en place tous les contrôles et faire en sorte, et rien de tel aussi que les maires, moi je discute souvent avec des maires qui me disent « Oh là là, j'ai entendu dire que… » Mais c'est vrai que les maires sont souvent en proximité, ils ont l'écoute de leurs administrés, ils savent ce qu'il se passe sur leur territoire, ils savent ce qui se passe dans les structures petite enfance, et c'est pour ça que c'est cette proximité qui garantira aussi la qualité. Daniel. Oui, j'insiste sur ce dernier point parce que je pense qu'en tant que maire ou élu en charge de ces sujets en particulier, vous le dites, s'il se passe quelque chose effectivement dans une crèche, y compris lorsqu'elle est privée et potentiellement pas en gestion par nous, les questions à la fin nous reviennent. Et souvent d'ailleurs, en nous demandant de rendre des comptes, y compris parfois dans des domaines où nous n'avons pas en tant que tel la compétence. Et c'est pour ça que même l'échange d'informations est absolument essentiel, et je sais que cette réforme doit aller dans ce sens, mais en tout cas on y est très attaché, y compris pour les structures privées, puisqu'on le sait, à la fin des fins, c'est l'élu qui, en proximité, va être impliqué. Donc c'est pour ça que quand on parle de service public de la petite enfance, c'est aussi développer cette vision, et j'ai beaucoup aimé en tout cas l'idée d'être quelque part des chefs d'orchestre, en tout cas animer un réseau, parce que je pense que c'est réellement ça l'enjeu, et il y aura un véritable enjeu avec parfois certains établissements qui n'ont pas cette culture-là. Il va falloir la créer, cette culture aussi de coopération public-privé entre guillemets sur ces sujets, parce qu'à la fin des fins, voilà, il est hors de question de rogner sur la qualité du service en lui-même. Daniel, pardon, allez-y Mme Canaillé, vous vouliez prolonger quelque chose? Je suis monté dans les gradins, je suis avec une DGA qui va se présenter elle-même et qui a une question à poser à Mme la ministre, je suppose.
Alors bonjour à tous, c'est vrai qu'on avait demandé au maire d'intervenir, je suis désolée, voilà, je suis donc DGA d'une ville de 27 000 habitants en Guadeloupe. Et donc, c'est une observation que j'ai. Donc, j'avais à la fois une question et une observation. Donc, effectivement, nous avons signé une CTG. Donc, j'ai bien compris que ça va nous faciliter les choses. Par contre, moi, ce que je déplore, c'est effectivement, monsieur le maire en a très bien parlé de la charge financière. Donc, aller vers une politique petite enfance, eh ben, c'est une véritable volonté politique, puisqu'il y a derrière donc, des finances à assurer. Et parfois, pour certaines villes qui ne disposent pas de crédits supplémentaires de politique de la ville, il y a véritablement une difficulté parce que ce n'est pas parce qu'on du fait de ne pas bénéficier de ces crédits. Alors, mon intervention n'est pas pour plaider là-dessus. Le sous-préfet nous a déjà dit qu'on on va pas rentrer dans le nouveau, dans la refonte. On sera toujours pas au crédit. Sauf que quelque part, il y a toute une série de dispositifs auxquels on ne peut prétendre et qui fait que notre ville particulièrement devra encore aller au front pour assurer un financement en fonds propres pour pouvoir développer cette politique. Ça, c'était mon observation. Donc, j'attends pas forcément de questions. Et ma question, je me dépêche. Nous avons donc la chance d'avoir un LAEP, un RPE sur notre territoire. Donc, je voulais juste savoir quelle est donc l'opportunité de disposer de ce RPE et en quoi ça peut nous aider pour mieux développer cette... Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce RPE pour le développement de la politique petite enfance ? Ah bah oui, vous êtes en avance sur l'application de la loi. Donc vous l'avez déjà. C'est une obligation pour les communes de plus de 10 000 habitants. Donc pour vous, c'est déjà fait. Donc vous avez déjà au moins une des 4 compétences qui s'imposent à vous concernant la mise en place du service public de la petite enfance. Je reviendrai sur votre constat, mais qui en fait est quand même une question un peu déguisée. Vous faites partie du service public de la petite enfance. La loi s'applique en Guadeloupe comme partout ailleurs et vous aurez l'accompagnement et le financement d'ETP pour la mise en place de ce service public de la petite enfance dans votre commune. Donc vous aurez des financements qui pourront venir abonder en plus votre politique petite enfance et vous donner des moyens humains, matériels. Après, chaque collectivité utilise les fonds comme il le souhaite et qui va vous permettre d'aller plus loin si vous le souhaitez. D'autant plus que j'entends bien, je ne connais pas le nom de votre commune précisément en Guadeloupe, mais j'entends bien que vous avez déjà l'exercice de ces compétences. Donc c'est pour aller encore plus loin. Oui. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Gérald Giraud, maire de Saint-Martin-du-Riage. Alors, Saint-Martin-du-Riage, c'est une commune qui est entre Grenoble et Champs-Rousses, commune périurbaine de 6 000 habitants de la région grenobloise. On dispose de 3 structures petite enfance. On est plutôt bien équipés, on va dire. Et on se pose la question donc, de les transférer à l'intercommunalité. Donc merci Madame la Ministre pour les réponses qui ont été apportées déjà depuis le début de cette table ronde, parce que c'est vrai que ma première lecture, peut-être un peu rapide, de la loi petite enfance, j'avais un peu l'impression que les intercommunalités étaient un peu les oubliés, on va dire entre guillemets, de la loi. On parlait beaucoup de communes et quasiment pas d'interco. Donc là, vous nous avez vraiment rassuré pour toutes les communes qui ont des structures qui sont gérées par l'intercommunalité. Et donc la deuxième question que je voulais vous poser, c'était par rapport aux coordinateurs, aux coordinatrices petite enfance. Parce que bon là, il y a la CTG qui se met en place, il y a des coordonnateurs, parce qu'il y a entre coordinateur et coordonnateur, des fois on s'y perd un peu, CTG. Et tout à l'heure, vous avez insisté sur l'importance de garder du personnel pour la petite enfance, qui ne soit pas du personnel dans les crèches, donc plutôt du personnel de coordination. Donc que deviennent ces postes de coordination petite enfance par rapport aux postes de coordonnateur CTG ? Dans un premier temps, j'avais cru comprendre que ce n'était pas possible de garder les deux. J'ai l'impression depuis quelques semaines que ça a un petit peu changé. Donc j'aurais voulu avoir l'information à la source pour savoir qu'allaient devenir ces postes de coordination petite enfance en lien avec la création des postes de coordinateur CTG. Merci beaucoup. Merci d'avance pour votre réponse. Merci, monsieur le maire. 2 choses. La première, c'est que l'esprit de la loi plein emploi, enfin, sur le service public de la petite enfance, a été conçu de manière à ce que ce soit une compétence qui appartienne aux communes. Et après, le principe de libre autonomie des collectivités locales fait que les communes ont compétence de transférer ou pas, si elles le souhaitent,
à l'intercommunalité. Nous, ce que nous avons souhaité, ce que je défends toujours, c'est qu'on s'adapte à l'agilité des territoires. Il y a des territoires sur lesquels ça a du sens que ça reste communal, d'autres, ça a du sens que ce soit intercommunal. Et moi, je vois dans mon interco, c'est communal sur une partie, intercommunal sur une autre partie. Donc, il y a même des solutions encore plus complexes. Et même ce qui est intercommunal, ce n'est pas la compétence, c'est les équipements d'intérêt communautaire. Donc, je n'ai pas encore trop travaillé la DGCL sur ce sujet-là. Mais on voit bien qu'il y a des exceptions dans les exceptions et qu'il va falloir s'adapter à chaque territoire et à chaque particularité. Et ça, c'est le rôle, évidemment, des préfets de recenser, de remonter après, en posant les questions à la DGCL qui pourra trouver, j'en suis convaincu, les solutions. Sur les financements, il y a 2 financements qui sont distincts. Il y a le financement dans le cadre de votre CTG, de l'organisation contractuellement avec la CAF et l'État des enjeux de votre service, enfin de l'action petite enfance que vous exercez aujourd'hui avec vos coordonnateurs petite enfance, avec vos structures, etc., etc. Et puis, il y a la compétence d'autorité organisatrice mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025, qui est une nouvelle compétence de meilleure coordination de l'ensemble des actions pour mieux répondre aux besoins des parents. Et là, il y aura des moyens dont le montant, de toute façon, je vais être très clair, aujourd'hui, dans le PLF, c'est 86 millions d'euros qui sont inscrits pour ce fonds-là. J'espère aller plus loin. L'adoption du PLF est compliquée, les finances nationales sont compliquées, on se bat pour abonder ce fonds-là. Je compte beaucoup sur les sénateurs qui sont en train de réécrire le PLFSS et après le PLF. En tout cas, on y travaille. Mais il y aura des ETP supplémentaires. Après, c'est vous, chaque commune ou chaque interco qui a la compétence, qui décidez comment vous voulez les créer. C'est l'équivalent d'ETP si vous voulez un deuxième coordinateur, si vous voulez un psychologue, si vous voulez, je ne sais pas, enfin bref, un ergonome. Enfin, ça dépend de chaque commune qui voilà, pourra utiliser les moyens d'accompagnement comme il le souhaite. On est là, ici, avec une autre question. Oui, Madame le Ministre, bonjour. J'ai une question. Enfin, moi, je suis maire d'une petite commune de 600 habitants et on a une crèche de 27 places. Alors, ça va vous paraître énorme, voire même inconsidéré, mais je ne veux pas refaire toute l'histoire que j'ai déjà dite ce matin dans le débat rural. Moi, j'avais plusieurs questions d'un maire d'une commune rurale. Déjà, pour vous dire que le CTG, c'est bien, c'est dans le fond, c'est essayer d'aider les communes et d'encourager la petite enfance, c'est une bonne chose, mais c'est très, très compliqué. Et j'ai une élue qui s'occupe de la petite enfance qui me dit à chaque fois, c'est vraiment des dossiers très lourds. Donc, si on pouvait simplifier, ce serait vraiment très bien. La deuxième chose, c'est en termes de qualité. Bien entendu, on fait tout ce qu'il faut pour avoir de la qualité et avoir du personnel de qualité. Mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas de personnel. On a beaucoup de difficultés à en trouver. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Et puis surtout, la dernière question, la plus importante, parce que je vous passe... Notre crèche existe depuis 2008 et on a changé en permanence les règles du jeu, de la PSU, etc. Et on trouve toujours des solutions pour essayer de nous en sortir financièrement. On y arrive, on a une bonne rentabilité de la crèche par rapport aux autres, mais on a un tout petit budget, donc on est contraint à avoir de ne pas mettre trop d'argent dans la crèche. Et pour cela, on a fait appel à des entreprises donc du secteur. Et au départ, évidemment, les entreprises étaient trop petites pour pouvoir réserver carrément une place de crèche. Et on l'a transformé un peu en forme de mécénat en disant, bah, écoutez, faites un peu de mécénat vis-à-vis de nous et s'il y a une place, eh ben, on vous la réservera en priorité. Et donc, en fait, ce qui veut dire qu'il y a une mesure qui existe, 2 mesures qui existent, c'est-à-dire qu'on peut avoir un crédit d'impôt famille sur la participation des entreprises, on peut avoir un crédit d'impôt famille de 50% et aussi une réduction de l'impôt sur les sociétés. En clair, une entreprise qui met 1 000 euros de mécénat n'en paiera que 167 euros. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je voulais avoir votre assurance, Madame la Ministre, que vous n'allez pas remettre en cause ou qu'il n'y a pas dans la loi de finances, ces 2 réductions ne sont pas remises en cause. Merci. Alors, effectivement, j'ai juste une question. Votre crèche, elle est en régie
portée par une association en but non lucratif. Elle est complètement en régie. Alors, je ne veux pas refaire l'histoire, mais si vous voulez venir la visiter, ce sera avec plaisir. On vous expliquera toute l'histoire. Dans mon SPPE Tour, je ne manquerai pas de venir chez vous. En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif, je comprends bien que les CTG, c'est compliqué. Je renverrai la balle au directeur de la CNAF. Effectivement, moi, tout ce qui peut simplifier la vie des maires et des élus locaux, c'est un engagement du gouvernement. Nous y sommes extrêmement attachés. Et quand on peut faire en sorte que l'on soit plus simple, moins techno, effectivement, il faut travailler dans ce sens et j'y veillerai. Après, voilà, il faut trouver des documents aussi qui cadrent. Parce que c'est un contrat contre financement, donc ça ne peut pas être non plus au doigt mouillé. Il faut quand même que ce soit des engagements qui soient conséquents. Mais là aussi, je suis certaine qu'il faut garantir la qualité et surtout garantir la simplification pour faire en sorte que les élus qui passent déjà beaucoup de temps à répondre à des appels à projets, à des appels d'offres, à des formalismes qui s'additionnent les uns aux autres, eh bien, sur ce sujet-là, si on peut faire en sorte que ce soit beaucoup, beaucoup plus simple. Sur le fonctionnement des crèches, nous avons un sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui est documenté par tous les rapports qui sont sortis de l'IGAS, par des livres, notamment le dernier de Victor Castanet, sur les difficultés de financement et sur les détournements de financement aujourd'hui, et notamment de financement privé. C'est un vrai sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'il y ait une mise à plat des financements des structures petite enfance, de l'ensemble des structures petite enfance. C'est un travail qui va être mené sous l'égide de la CNAF, parce que c'est un travail extrêmement technique. On ne se rend pas compte, mais c'est très complexe, parce que ce n'est pas la peine d'adopter un nouveau dispositif qui soit moins disant que celui qui existe aujourd'hui et qui ne nous aide pas à créer plus de places que ce qui existe aujourd'hui. C'est vrai que c'est très compliqué. Ceux qui sont à la PSU me disent que c'est beaucoup aussi de contraintes administratives, de reporting, pour trouver l'équilibre entre les parents qui viennent toute la journée, les bébés qui sont confiés que quelques heures, etc., pour remplir toutes les places. Même si on a gommé quelques irritants, ça reste un peu compliqué. Les micro-crèches-pages, ça ne fonctionne pas bien non plus, même si on a uniformiser dans le PLF le reste à charge des parents pour faire en sorte que le coût de crèche ou le coût d'une assistante maternelle soit le même. Bref, donc il y a vraiment tout ce débat-là à reposer et c'est un travail de longue haleine et on s'y attelle parce que véritablement, il faut que ce soit... à quelle échéance on peut avoir une petite... Alors, l'échéance et les travaux vont être en 2025. Ils seront partagés, parce que nous voulons les partager aussi avec les associations d'élus, notamment l'association des maires, et pour faire en sorte de vérifier que le système fonctionne. Moi, j'aimerais bien que fin 2025, on ait un retour sur les travaux. Après, sur les changements de financement, c'est l'agilité de la CNAF qui dépend de la COGE. Donc, il faudra, on verra, peut-être attendre la nouvelle COGE, même voir si on peut l'anticiper, mais je pense qu'il faudra attendre la nouvelle COGE. Donc, j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus vite. Peut-être qu'on trouvera... La difficulté, c'est que j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus vite. Le risque, c'est qu'en essayant de mettre des rustines sur un système existant, on aille vers une situation qui soit pire que celle qui existe aujourd'hui, enfin plus compliquée que celle qui existe aujourd'hui, et que c'est pour ça que mon souhait, c'est de s'engager dans une vraie refonte et remise à plat globale. Mais là aussi, on est contraint. J'ai deux questions, Madame la coprésidente, allez-y, puis après Madame la ministre va partir. Simplement, Madame la ministre, vous remercier de vos mots et vous dire que c'est une demande ancienne de l'AMF, une demande que nous faisons, que je fais depuis longtemps, voilà, que le groupe de travail revendique et je vous remercie vraiment, nous en avons échangé toutes les deux et vraiment c'est une remise à plat que nous demandons effectivement de ce modèle de financement qui pénalise fortement nos communes, qui pénalise nos EAJE, voilà, donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, technique, mais politique aussi et voilà, qui pose difficulté, nous échangerons à ce sujet. Deux dernières questions, Madame la ministre, et ensuite vous devez nous quitter. Merci. Moi, je suis maire de Bosselshausen dans le Bas-Rhin et je suis vice-présidente au niveau de la communauté de communes Cohésion sociale et jeunesse. Et vous avez dit, Madame la ministre, un mot essentiel, simplifier. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce texte de loi qui a été écrit avec les communes, point.
pas les EPCI qui avaient la compétence. Nous avons dû, nous, redélibérer sur des compétences que nous avions déjà pour clarifier la situation. Nous avons 27 000 habitants, nous avons 2 communes de plus de 3 500, donc qui sont concernées par la loi. Et donc là, la grande question qui se pose, le paysage, c'était, il y en a qui ne font pas par choix politique, il y en a qui ont délégué à des associations, il y en a qui font en régie, il y en a qui ne font pas bien, il y en a qui font. Donc si on pouvait éviter de remettre à zéro et de repartir où il faut tout le monde faire pareil, vous avez évoqué tout à l'heure, et ça a été dit tout à l'heure avec le président du Sénat, la différenciation, je pense que vous y êtes très attachés. Et moi, j'ai quand même une question essentielle, et on avait encore hier une réunion au niveau des intercos sur ce sujet-là, c'est quand même par rapport au financement, puisque les communes vont être compensées, mais les intercos qui faisaient ne vont pas être compensés. Enfin, en tout cas, à ce jour, puisque nous attendons les décrets, et quand même au 1er janvier, on devrait savoir à quelle sauce on va être mangé. Et si nos 2 communes qui ont les plus de 3 500, est-ce que c'est une compensation zéro parce qu'elles n'ont pas? Est-ce qu'elles vont être compensées? Et on s'interroge évidemment aussi sur les liens entre la DGCL et la DGFiP. Et je voudrais, madame, je vous ai entendu lors des intercos au Havre, à la Convention, et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail complet et qu'on n'ait pas une fac face à toutes les questions que se sont posées les élus. Je pense que le respect à l'égard des élus, c'est d'avoir des textes précis en temps et en heure, et pas une simple foire aux questions, comme sur Internet, sur des sujets. Je pense que la petite enfance, c'est un sujet primordial. Merci. Merci. Alors, évidemment, j'étais au Havre. Il faut dire que c'est pas très loin de chez moi, pour les intercos qui m'ont fait part de leurs revendications et des difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un cadre législatif. Moi, je ne vais pas refaire la loi. On a un cadre législatif qui prévoit que c'est une compétence aux communes et que les communes qui l'ont délégué doivent aussi déléguer les financements. On ne peut pas, dans la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui, avoir de fléchage et de financement direct des intercos. 2 choses. La première, c'est qu'il faut qu'on ait un dispositif qui soit simple. Ça, je vous rejoins. Et ceux dont doivent avoir conscience les intercos, c'est que en fait, elles sont gagnantes. Vaut mieux additionner des financements de l'ensemble des communes qui les composent. Ça fait un plus gros package qu'un financement direct qui leur soit fléché. Donc, il faut juste qu'ils aient bien conscience de cela. D'autant plus que, que c'est vrai que l'intérêt, c'est quand même qu'il y ait un dispositif rapide. Moi, j'ai entendu des communes, je suis allée en Haute-Saône il n'y a pas longtemps, et une maire présidente d'Interco me disait, mais moi le problème c'est que tous les ans j'ai 6 communes sur mon Interco de 50 qui ne veulent pas me retransférer les transferts financiers qui correspondent aux compétences. Juste parce que je pense qu'il faut que j'y aille, mais pour vous dire, dernière chose, que la simplification c'est essentiel, on y sera vigilante, et nous avons passé des instructions au préfet aussi pour qu'il n'oblige pas les intercos à redélibérer si la compétence a déjà été transférée. C'est fait, c'est fait. On doit différencier, s'adapter à chaque interco, à chaque situation territoriale, chaque commune. Et c'est au rôle des préfets de remplir cette fonction-là et de faire en sorte que on part de l'existant pour aller plus loin, plus fort, en accompagnant les communes, les élus investis dans cette compétence qui est essentielle pour tous. Je vous remercie et je vous souhaite de continuer à avoir de bons échanges sur ce sujet palpitant. Merci à tous. Et vous êtes évidemment la bienvenue lors de nos prochains groupes de travail, sachez-le. Merci Madame la Ministre. On va donc continuer. Il y avait des tas d'autres questions, mais on aura l'occasion de vous les reposer à un moment ou à un autre. Alors j'essaie de retrouver le fil. Monsieur le Président, oui. Non, je voulais juste dire que les équipes de Madame la Ministre restent là, si j'ai bien compris. Oui. Donc je le dis notamment pour nos élus dans la salle. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions. Le but, c'est aussi qu'on ait un maximum de clarification, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas dans les prochains jours. Donc c'est aussi cela qui est utile. Et il y a une remarque qui a été faite par Madame la Ministre qui disait nous espérons beaucoup des sénateurs. On pourrait dire des parlementaires plus généralement. Il est vrai que dans le PLF, je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 86 millions qui sont inscrits. Selon nos calculs, ça recouvre à peu près entre 50 et 80% des dépenses qui seraient occasionnées
par nos collectivités. Donc c'est en ce sens qu'on ne peut qu'inviter les maires, les élus présents aussi à maintenir aussi cette pression et de relayer cette demande aux parlementaires, puisqu'à la fin des fins, on l'espère en tout cas, le PLF doit être adopté par les parlementaires. Voilà. Excellente liaison, effectivement, Daniel. On va écouter maintenant Nicolas Grivel, si j'ai bien compris. On reprend donc le cours de notre point info, directeur général de la CNAF. Merci d'être là. On va vous écouter pendant une petite dizaine de minutes, cher monsieur Grivel, sur des informations à apporter sur l'accompagnement prévu par la CNAF à la mise en œuvre du SPPE, les informations sur la COGE, et les objectifs de création de places et cofinancement pour maintenir les places d'accueil existantes, et les informations sur le lien entre le nouveau schéma prévu par la loi et les CTG. Besoin de rassurer les communes et les EPCI sur ce point. Vous avez 10 minutes. Merci à vous, merci de votre accueil aux deux coprésidents et à toutes et tous. La ministre a dit beaucoup de choses évidemment sur la dynamique d'ensemble de ces réformes. Je voulais m'inscrire dans le volontarisme politique et même l'enthousiasme. Je trouve que c'est agréable d'avoir autour de ces enjeux de petite enfance qui en génèrent beaucoup, mais de l'enthousiasme, dans un contexte où parfois on a tendance à voir d'autres aspects en ce moment sur ces sujets de petite enfance, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des aspects de pénurie de personnel, parce que les aspects financiers sont complexes, mais on a beaucoup d'enthousiasme à partager et je pense beaucoup d'intérêt autour de ces réformes qui viennent consolider autour du bloc communal les compétences déjà très mobilisées, très actives et une sollicitation des populations auxquelles les élus et leurs équipes répondent évidemment très fortement. Et pour ce qui nous concerne du côté des CAF et de la branche famille de la sécurité sociale, un enthousiasme qui s'arme d'un certain nombre d'outils, notamment financiers, je vais y revenir, mais on peut vous aider et globalement aider le déploiement du service public de la petite enfance sur deux volets. Un volet ingénierie, conseil, accompagnement, et puis un volet financier. Je le traiterai dans un deuxième temps, même si c'est traditionnellement celui qu'on évoque le plus, et évidemment c'est important. Mais je soulignais quand même l'importance, et en tout cas le rôle qu'on se donne et qu'on souhaite avoir à vos côtés en termes de conseil, d'accompagnement, d'ingénierie. Ça a été dit par des élus tout à l'heure. Toutes les collectivités n'ont pas l'armature, l'habitude, l'expérience, la compétence sur ces sujets. Et donc c'est pour ça que les CAF, d'ores et déjà, sont engagés dans une démarche de territorialisation et d'appui d'ingénierie sociale et territoriale auprès des élus. Souhaitent continuer à monter en puissance sur ce sujet à travers la mise en place du service public de la petite enfance. Et donc de monter en puissance. Dans l'accompagnement, on a déjà beaucoup évoqué ce cycle, certes barbare, mais je pense qu'il parle à beaucoup d'entre vous autour des conventions territoriales globales. Le financement, à travers ces conventions, c'était dit par un élu tout à l'heure, de postes de coordination, de la capacité d'appui d'ingénierie au sein des collectivités, financées et cofinancées par nous, et la capacité d'avoir auprès de la CAF un certain nombre de relais, de conseils, d'accompagnement sur des projets. Et on souhaite monter en puissance sur ce sujet avec une mission service public de la petite enfance qu'on a structurée au niveau national et interrégional pour pouvoir appuyer davantage encore et apporter encore davantage d'expertise sur ces thématiques-là. Et donc on va évidemment s'inscrire dans cette dynamique-là de manière renforcée dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui est la nôtre, de manière renforcée avec le service public de la petite enfance et de manière renforcée avec l'idée que on puisse simplifier, et j'ai entendu l'appel à la simplification, mais simplifier au maximum la vie des acteurs. L'idée qui était dans ce texte de loi plein emploi, que la convention territoriale globale puisse valoir schéma, puisse valoir programmation de manière générale, c'est aussi pour ne pas recommencer les travaux déjà faits et ne pas imposer aux collectivités d'avoir un travail un peu lourd d'accompagnement, là où ce travail peut être facilité par des conventions déjà conclues. Donc évidemment, ça peut s'adapter à la réalité et à l'ambition territoriale, mais c'est bien l'objet de positionnement des CAF de manière générale en appui avec du savoir-faire sur ces sujets. Ingénierie, c'est important. Conseil et accompagnement, c'est important. Financement, ça l'est également. De ce point de vue-là, on peut aussi vouloir porter une forme d'enthousiasme avec une convention d'objectifs et de gestion qui est ambitieuse, qui est qualitative et qui apporte un certain nombre de moyens, puisqu'on finançait en 2022 à peu près 4,5 milliards sur la petite enfance en accompagnement des collectivités et des acteurs locaux sur le financement des services aux familles. On va passer à 1,5 milliard de plus en 2027, donc c'est une augmentation qui est tout à fait considérable dans la période, qui nous met en capacité à la fois, ce qui a été dit, et vous l'avez dit, de financer les places nouvelles, une ambition de développement. Et il y a des territoires qui ont des besoins de développement importants. On a un contexte démographique qui est peut-être moins dynamique qu'à d'autres époques, mais ça se développe et on souhaite mieux couvrir les territoires en offre. Et puis par ailleurs, on sait que la démographie des assistantes maternelles est fragile, ça a été redit tout à l'heure, et donc il faut accompagner et anticiper ce phénomène, mais aussi et presque surtout consolider l'offre existante, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, avec l'idée de mieux financer globalement l'offre des collectivités locales et pas seulement l'offre
offre nouvelle et de monter en puissance sur nos financements en fonctionnement, maintenir évidemment nos fonctionnements en investissement, mais on sait, nos financements en investissement, mais on sait que les collectivités, le nerf de la guerre, c'est le fonctionnement, et donc de pouvoir accompagner mieux, y compris les places déjà existantes, dans des trajectoires de développement de l'offre qu'on conclut ensemble. Et donc c'est vraiment cette logique de monter en puissance financière et de le faire dans un équilibre philosophique, j'allais dire, du système de financement qui permet de continuer à financer l'activité des services d'accueil des jeunes enfants, et c'est bien naturel, mais de permettre également de développer les financements forfaitaires d'accompagnement par un certain nombre de bonus déjà existants mais qu'on va renforcer, bonus territoire en particulier qui prend en compte les caractéristiques du territoire, le bonus inclusion handicap, bonus mixité sociale, mais aussi des bonus complémentaires pour accompagner une dynamique de développement et accélérer les financements, y compris sur les financements anciens des collectivités qui s'engagent dans ces dynamiques de développement. Et puis, ça a été beaucoup mentionné, le sujet de la pénurie du personnel, accompagner également l'attractivité des métiers en compensant financièrement les efforts financiers qui sont faits par les acteurs professionnels quand on est dans un secteur professionnel ou par les collectivités locales qui décident d'améliorer le financement et les rémunérations de leur personnel sur ces sujets, et un financement important de la branche famille qui est apporté sur ce sujet. Donc un panel de financement, je sais qu'on appelle la simplification, mais on nous donne beaucoup d'objectifs, donc beaucoup d'outils, et donc au final pas mal de financement pour accompagner les collectivités, les projets dans cette démarche de développement, de consolidation de l'offre, et dans l'idée qu'on peut traiter en même temps le volet quantitatif et le volet qualitatif. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et donc là aussi, un certain nombre de financements qui vont dans le sens de la qualité, qui vont dans le sens de développer l'accompagnement des familles, les heures d'accompagnement des familles, des journées pédagogiques pour que les personnels puissent avoir cette prise de recul. Donc toute cette dimension qualité qui est importante dans le débat actuel et qui est importante pour les professionnels qui sont concernés. Donc une offre et un panel, je pense, d'accompagnement et de financement qui est équilibré, qui vise à répondre à un certain nombre d'enjeux et de problématiques qui sont les vôtres, et une capacité d'adaptation et d'accompagnement sur le terrain au plus proche de vos enjeux territoriaux par les CAF. Donc c'est la logique dans laquelle on s'inscrit, et c'est celle que je voulais vous présenter pour que cet enthousiasme que nous partageons, ce volontarisme politique que nous avons dans un contexte, encore une fois, où les aspects financiers peuvent être compliqués de manière générale, on a, nous, une visibilité pluriannuelle et sur des financements qui vont monter sur cet enjeu de petite enfance. Je me suis laissé dire qu'il y avait peut-être des échéances électorales sur le bloc communal en 2026 sous votre contrôle. Ça veut dire que nous avons une année 2025 pour nous engager fortement dans des trajectoires de développement qui, évidemment, se poursuivront et se traduiront ensuite sur la fin de la période. Mais c'est quelque chose... L'élu tout à l'heure disait qu'il faut peut-être simplifier les CTG. Oui, sans doute. Mais la CTG, elle a une vertu qui est assez rare, je pense, dans les politiques publiques, c'est de vous donner de la visibilité pluriannuelle et des engagements pluriannuels qu'on arrive à tenir toujours, et qui permettent de vous donner cette visibilité et cet accompagnement financier. Et donc, de pouvoir modérer le reste à charge des collectivités grâce à l'engagement financier de la branche famille dans cette période. Donc ravi de pouvoir être à vos côtés, passionné par ces enjeux-là et la capacité de répondre au plus près des territoires, aux problématiques des populations, et puis à vos dispositions pour répondre à un certain nombre de questions probablement. Oui, on va commencer par ce jeu de questions-réponses, Nicolas Rivel, et j'espère que, bien sûr, Clotilde Robin et Daniel Cornalba ne vont pas, comment dirais-je, casser l'ambiance, ou l'enthousiasme en tout cas, que l'on perçoit depuis le début de ce forum, mais ils ont un certain nombre de regrets et de souhaits à émettre à votre rencontre. Est-ce le cas, cher coprésident ? À votre adresse, pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, moi je rebondis simplement sur bien évidemment la plus-value, en tout cas politique, de la rédaction et du travail autour de ces CTG, qui nous permettent bien appréhender nos territoires, de bien les connaître, de travailler en transversalité avec nos collègues élus, avec les services. Mais c'est beaucoup de travail pour nos services, c'est beaucoup de travail pour nous les élus. Et nous rajouter un document cadre, un document à rédiger complémentaire, c'est encore du travail pour nos services, c'est encore du travail pour nous les élus. C'est pour ça que j'apprécie que Madame la ministre Agnès Canayer en ait conscience et vous invite à être là encore bienveillants à notre rencontre, nous les maires, nous les élus, pour éviter de rajouter du cadre, pour rajouter du document administratif au document administratif. Voilà. Soyons là encore, faisons œuvre de bon sens, de souplesse, et laissons les choses
Mais je crois qu'on est en phase là-dessus. Complètement, je c'est pour l'espère. ça que la loi prévoit que la CTG puisse valoir schéma, c'est-à-dire que si elle existe et si évidemment elle couvre la thématique, mais enfin c'est bien son objet, elle puisse valoir schéma et qu'il n'y ait pas besoin de refaire un schéma nécessairement. Ceux qui souhaiteront le faire pourront évidemment le faire s'ils souhaitent en faire un objet politique, un objet de discussion locale. Mais l'idée c'est pas de recommencer les travaux qui existent et de pas de refaire du papier pour du papier. C'est bien la logique. Voilà, et je rebondis bien évidemment sur ce reste à charge qui est de plus important, mais vous le savez, on en a déjà échangé ensemble, ce reste à charge qui est de plus important du prix par place, hein, et que nous imaginons augmentant dans les années à venir. Ça a été calculé là également par vos services, par... Bien sûr. Ce qui est certain, c'est que vous avez parfaitement raison, hein, si on regarde sur 15 ans, les 15 dernières années, on a une augmentation du prix de revient par place, globalement, hein, tout financeur confondu, qui a augmenté de plus de 50%. Ce qui est le signe d'un accompagnement par les financeurs, aussi de la qualité de ce service public, de la qualité d'accueil. On ne prenait pas forcément les repas, les couches précédemment dans les structures, on les prend, on rémunère les personnels, etc. Quand on regarde la structure de ce financement, on a un bloc collectivité-employeur qui est resté stable dans sa prise en charge financière, mais ça veut dire qu'il a accompagné finalement cette augmentation de 50%. Et les CAF sont venus augmenter leur part de financement ces 15 dernières années sur ce bloc, et ça a vocation à continuer avec la dynamique qu'on a financièrement là. Ça ne veut pas dire qu'on peut se substituer complètement, et ce ne serait pas logique d'ailleurs en termes de démocratie, d'ancrage territorial, mais ça veut dire qu'on peut accompagner une montée en charge de notre côté, pour que le reste à charge soit le plus modéré possible. On est des financeurs d'une politique publique, on est des financeurs de structures, et pour autant, c'est pas forcément là aussi toujours ce qu'on entend, mais pour autant, on pense que c'est un coût, que le service public a une qualité qu'il doit avoir, et ça a un coût, et donc il faut assumer cette montée en charge, tout en modérant l'impact pour les collectivités, mais l'impact pour les familles, parce que si on regarde depuis 15 ans, ce qu'on a réussi collectivement, c'est de voir que la part des familles n'a pas augmenté dans le financement de ce service. Et attention que l'impact pour les collectivités n'inverse pas, que ça ne s'inverse pas. Tout à fait. On ne sont pas plus important que. Voilà. Tout à fait. On est tout à fait. On va prendre peut-être les questions parce qu'on va arriver à. On n'a peut-être pas là. Moi, je vais plutôt passer à l'article. Enfin, d'abord une intervention de Daniel Cornelba, et puis après, on va parler de l'article 18 avec Mme Domingo, et on prendra quelques questions. Ouais. Si vous avez des questions, levez la main très haut, puisque vous êtes dans un clair-obscur. Donc non, mais ça va, je les vois. Alors, vous avez une meilleure vue que moi. Voilà, je finis par m'interroger. Mais simplement sur le... On a beaucoup parlé financement, donc vous voyez qu'on y est évidemment attaché. J'y reviens pas, mais parce que c'est une vraie question. C'est-à-dire que si on veut une ambition, il faut y mettre les moyens. Mais j'insiste juste sur un point qui est aussi vraiment sur cette visibilité, cette capacité. On en a parlé tout à l'heure, mais si on veut vraiment animer un territoire, on a besoin malgré tout aussi de cette visibilité. J'insiste vraiment là-dessus, y compris sur des structures que les collectivités ne financent pas. Dès lors qu'une responsabilité en quelque sorte peut être engagée pour les collectivités dans leur rôle de suivi, par exemple d'acteurs privés, aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande à un maire, on demande à une collectivité, on est un peu face à un mur. C'est-à-dire comment enclencher ce débat-là. Et donc, moi j'entends, et je le relie aux questions qui ont pu être posées tout à l'heure sur la clarification par rapport aux EPCI, éviter de tomber dans des nids à contentieux juridique, parce qu'en fait c'est ça l'inquiétude. On a quelques questions comme ça qui ont été posées, qui sont infiniment concrètes, ou à mon sens, une information, un accompagnement qui aille effectivement au-delà de la foire aux questions. C'est ce qui était dit volontairement en grossissant le trait, mais je pense que ça résumait bien un état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez face à vous, je pense, des maires, des élus, qui ont envie de réussir ce tournant-là, qui sont conscients de son importance. Les polémiques qu'on a connues ces dernières années, évidemment, on les connaît, on les entend. On lit les livres qui ont pu être cités par Madame la Ministre, on lit les rapports de l'IGAS également. Dites-vous vraiment, on a envie de réussir ce tournant-là, mais c'est vrai que plus on pourra être concret dans des accompagnements, y compris en termes de méthodologie, plus nous serons preneurs. Je me permets, même si ce n'est pas directement nous, on parle des moyens pour les collectivités, je me permets de redire par rapport au PMI, le besoin qui est évidemment criant en ce domaine-là. Et je dirais que et j'en termine, sur les objectifs que l'on se fixe, vraiment j'insiste sur le fait qu'y compris au sein de la CNAF, je sais qu'il n'y a pas forcément et ce n'est pas forcément pour vous accabler ou critiquer, il n'y a peut-être pas cette culture d'intégrer immédiatement, y compris dans les conseils d'administration, etc., les représentations d'élus, mais je pense que c'est essentiel si on veut peut-être que les objectifs qu'on s'assigne soit conforme aussi aux capacités que nous avons sur le terrain. Oui, après, j'entends ce point et je le trouve très intéressant. Moi, je trouve que la vertu forte du service public de la petite enfance, comme vous l'indiquiez,
c'est d'installer autour du bloc communal un rôle de régulation globale qui aujourd'hui peut être un peu cloisonné selon qui intervient, quel établissement, est-ce qu'on est en régie, est-ce que c'est un établissement privé. Voilà. Vous donnez cette visibilité globale, ce rôle global que de toute façon vous avez parce que vos populations se tournent vers vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et donc vous donnez des outils de régulation plus importants. Sur la dimension quantitative outils, c'est, en tout cas dans notre perception, l'outil autour de la Convention territoriale globale vise bien à poser l'analyse des besoins et la réponse à ces besoins. Ce qui est la complexité qu'on a comme vous, qui est de dire comment à un moment donné on réconcilie une approche programmatique nationale en disant quelle est notre contribution à ce qu'il y ait 100 000 solutions en plus d'accueil et comment on décline ça département par département, intercommunalité par intercommunalité, etc. avec la lecture locale qui en est faite. Mais à un moment donné, il faut bien que ces éléments se rencontrent et pour moi, la rencontre, il est bien dans la discussion locale et la négociation locale autour de ces sujets. Le président vient de m'informer qu'on allait prendre des questions directement. D'abord, déjà, peut-être. Non, d'abord, une intervention. Allez-y, monsieur Frossa. Oui. Peut-être pour ajouter en termes de méthode que, bien sûr, on travaille et on construit aussi des documents d'accompagnement, des guides de bonnes pratiques, des outils pour construire le service et tout ça systématiquement en association des collectivités. On travaille par exemple en ce moment sur un vadémécum pour l'avis conforme que devront prendre les maires. On lance avec les collectivités. Donc effectivement, sur les transferts aux EPCI, il n'y aura pas de texte parce que tout ça est dans la loi et c'est les règles de droit commun qui s'appliquent. En revanche, il y aura plein de documents d'accompagnement, de guides, et on est tout à fait preneur de toutes les contributions, on les construit systématiquement avec les collectivités. Vous trouverez, excusez cette page publicitaire, un flyer qui est sur le stand des ministères sociaux qui vous présente le service. Vous avez une adresse SPPE sur ce flyer. Si vous voulez contribuer aux travaux qui sont conduits par l'administration sur la construction des guides, sur la construction des vadémécums, dans le cadre des groupes de travail, n'hésitez pas à écrire. On est preneur à chaque fois de toutes les associations de collectivités pour travailler sur ces guides, pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous outiller. C'est vraiment le travail qu'on conduit en animation et en coopération. Ok. Une question dans la salle. André Rousset, le maire de Lauris, c'est travailleur social de 40 ans. Je ne voulais pas partir sans demander à monsieur le directeur de la CAF qu'il est important de travailler la guidance parentale le plus tôt possible. Ça ne coûte pas cher, ça peut rapporter gros. On travaille l'amour, on travaille la fraternité. Et je vous le dis, mettez le paquet sur la guidance parentale, c'est bon pour tout le monde et peut-être qu'on sera moins des sauvages parce que je vois que les jeunes parents d'aujourd'hui sont un peu perdus. Ils ont tous sur la table de chevet, éducation sans violence, patati patata, il faut qu'ils arrivent à se faire confiance et ça coûte pas cher et ça rapporte des gros jeux. Je ne voulais pas partir sans vous le dire. Très bien, c'est noté. Merci. 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 Ça me permet de souligner, on a parlé plusieurs fois, et peut-être trop, mais de la Convention territoriale globale. Dans le CTG, il y a global. Et c'est bien, on est centré sur l'enjeu petite enfance ici. Mais pour nous, il y a l'intérêt de penser globalement ces sujets et de faire le lien entre petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale. C'est aussi ça qui met une dynamique territoriale très importante là-dessus. Et ça ne nie pas les enjeux spécifiques de petite enfance par ailleurs. Donc merci de votre intervention pour ça aussi. On va passer à l'article 18. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. En passant le... Excusez-moi. Oui, pardon. Vous êtes là pour... Excusez-moi. Cédric Tablon, DGS de Rémy-Montjoly, une commune de moins de 30 000 habitants en Guyane française. La Guyane, après Mayotte, c'est le taux de natalité le plus important de France. D'ailleurs, on a 2 fois les chiffres de l'Hexagone. Donc une démographie qu'on dit galopante, hein, mais c'est un peu le terme. Donc des besoins d'accueil en matière de jeunes enfants considérables. On a une dizaine de crèches sur la commune. On a 4 projets d'ouverture. Nos finances, nous allons être étranglés par les contributions que nous devons aux associations. Voilà. Et c'est un sujet d'actualité. On voit la problématique de la vie chère en Martinique, mais c'est pareil en Guadeloupe. Hein. Il y a ma collègue juste à côté. Et c'est la même chose en Guyane. On a eu des mouvements sociaux il y a 7 ans aussi là-dessus. Donc des contributions pour les familles, elles ne peuvent pas. On a 60% de taux de pauvreté. Les contributions familiales donc, sont peu élevées. Donc tout incombe et se retourne vers les collectivités. Tout se retourne vers les collectivités. Les directrices et directeurs d'établissements d'accueil de jeunes enfants ont manifesté pas plus tard qu'hier
en Guyane parce que, en raison de la vie chère, des couches achetées dans le Cher ou dans la Gironde, ce n'est pas le prix en Martinique ou en Guyane ou à Mayotte. Donc on a de vraies problématiques dont il faut tenir compte dans les Outre-mer. Merci pour cette intervention. Très rapidement, mais on est très attaché aux enjeux outre-mer. J'ai eu la chance d'aller en Guyane il y a un mois et demi avec l'ensemble des acteurs du territoire. On a une offre un peu spécifique et une attention très spécifique avec les CAF d'outre-mer aux enjeux de ces territoires. Vous avez rappelé la démographie, voilà, vous auriez pu rappeler, vous l'avez dit en creux, le taux de couverture de solutions d'accueil des jeunes enfants le plus faible par ailleurs, hein, et donc le grand écart qui est sur votre territoire et sur Mayotte également, et donc un besoin d'accompagnement très fort et très renforcé par rapport à ce qu'on peut faire. On y travaille dans cette logique-là. Merci Monsieur Gribel. Je passe donc la parole à Pauline Domingo, sous-directrice de l'enfance et de la famille à la Direction générale de la cohésion sociale, qui va nous présenter en 5 minutes l'article 18 de la loi dont on parle. Merci. Voilà, peut-être pas tout l'article 18, mais dire effectivement que dans cette loi qui prévoit les 4 nouvelles compétences, la loi prévoit aussi des nouveaux leviers très concrets pour soutenir les communes, les intercos, pour exercer ces compétences. Et donc je voudrais juste dire, retenir juste 2 leviers que prévoit la loi plein emploi. Pour à la fois donner une vraie place aux collectivités territoriales dans la régulation de l'offre et pour pouvoir soutenir les coopérations, les coordinations entre CAF, collectivités, interco et conseils départementaux. Alors peut-être le premier levier, c'était de se dire comment on donne une vraie place aux collectivités dans l'implantation territoriale de l'offre. Voilà, puisque si elles font un schéma, qu'elles planifient l'offre, il va falloir qu'on leur donne des leviers pour réguler l'implantation de l'offre. Donc le premier levier, ça a été de donner une vraie place aux communes, aux intercos, dans le process d'autorisation des nouveaux projets. Donc dès le 1er janvier 2025, la première étape d'un process d'autorisation pour tous les projets privés, ça va être de demander un avis à la commune, et cet avis devra être favorable pour poursuivre le processus d'autorisation. Donc évidemment, ça change complètement la posture. Ça veut dire que, au regard des besoins du territoire, la commune va donner son avis sur l'opportunité d'implanter ce projet à tel endroit de son territoire. Et donc ça rejoint les enjeux d'attractivité que vous avez introduits tout à l'heure. Donc c'est un levier très fort qui concrétise véritablement la compétence de planification des collectivités territoriales qui seront autorités organisatrices. Dans ce process lors de la loi plein emploi, on a fait le choix aussi d'harmoniser les process d'autorisation, et donc que toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, suivent le même cheminement d'autorisation. Et donc la deuxième étape de ce process d'autorisation, ce sera désormais le conseil départemental qui délivrera une autorisation, y compris pour les projets publics. Et cette fois, le regard du conseil départemental, ce ne sera pas l'opportunité de l'implantation à tel ou tel endroit du territoire, mais ce sera un regard sur la qualité du projet, sa conformité à la réglementation, sa conformité au référentiel bâtimentaire, le respect des qualifications, des équipes pédagogiques, etc. Donc je crois qu'on organise très bien les 2 compétences. D'abord celle de l'autorité organisatrice en matière de régulation de l'offre sur son territoire, et celle du département avec son regard sur la conformité réglementaire et la qualité d'accueil, le projet pédagogique. Le deuxième levier dont je voulais vous parler, c'est, et ça fait écho à plusieurs questions, et de dire, bon voilà, sur l'offre qu'on ne finance pas nous-mêmes, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas trop, les crèches privées, quand il se passe un problème, on vient nous voir, etc. Et donc la loi a prévu, d'une part, qu'il y ait une meilleure coordination en matière de contrôle entre toutes les autorités de contrôle, notamment les CAF, l'État, le conseil départemental, mais aussi l'inspection du travail, la répression des fraudes, etc., qui devront se mettre d'accord sur un plan de contrôle départemental.
dont ils partageront le bilan avec les membres du comité départemental des services aux familles, dont je rappelle que le bloc communal est vice-président. Et la loi prévoit que les décisions et les résultats des contrôles soient partagés avec les autorités organisatrices, de sorte qu'il y ait une fluidité d'information, une systématisation des échanges sur la situation de telle ou telle crèche sur le territoire de la commune. Alors ça, c'est la loi. Après, il va falloir que cette impulsion donnée par la loi se traduise en bonne pratique sur les territoires. Et on sait qu'à l'occasion des premiers scandales autour des crèches, dans certains comités départementaux de services aux familles, on a eu des commissions techniques, un peu inspection-contrôle qui se sont mises en place. J'ai l'exemple des Yvelines, par exemple, et c'est très efficace. On met tous les acteurs autour de la table, le bloc communal, les PMI, la CAF, éventuellement d'autres inspections de corps de contrôle, et on parle des situations concrètes. Voilà. Et donc, je crois que c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait cette articulation entre l'impulsion donnée par la loi, par le réglementaire. On est très attaché à la libre administration des collectivités, donc je pense qu'il ne faut pas trop cadrer non plus par le réglementaire, et qu'on puisse surtout accompagner la traduction en bonne pratique de ce nouveau cadre législatif et réglementaire. Et donc je pense que sur l'inspection-contrôle, il y a de belles choses à faire pour organiser ces coordinations autour des membres du comité départemental des services aux familles. Merci à vous, Pauline Domingo, pour ces précisions. Clotilde Robin souhaite vous poser une question ou commenter votre propos. Merci beaucoup. Je sais pas. Oui, on m'entend. Merci beaucoup. Alors, Pauline Domingo, merci. On la connaît bien, Pauline. Elle intervient régulièrement à notre groupe de travail. Les élus sont habitués à sa présence. C'est toujours très clair. Alors, peut-être un petit point d'alerte. Je vais me faire, comme d'habitude, l'avocat du diable pour lui dire que, effectivement, s'il y a des comités départementaux de services aux familles qui marchent très bien dans certains territoires, dans d'autres, c'est assez bancal, pardon Pauline, mais c'est vrai que voilà, un gros point d'alerte quand même pour dire que nous espérons effectivement de la clarification, nous espérons que tout ça soit fluide, mais petit bémol, il y a certains endroits où ce sera quand même compliqué à mettre en place, voilà, c'est certain. Mais on va peut-être laisser, Stéphane, peut-être les questions, oui, voilà. Ça y est, parce que le temps bras passe se lèvent, le temps passe. Voilà. Voilà. Ici, Allez-y. madame et monsieur. Allez-y. Merci. Sandrine Le Gouic, je suis maire adjointe en charge de la petite enfance, l'éducation et la Caisse des écoles à Schiltigheim. C'est la deuxième ville de l'Eurométropole de Strasbourg. Et je suis membre également du réseau français des villes éducatrices. J'avais une question à poser concernant l'avis obligatoire des communes. Il se fera sur des critères qui seront nationaux ou simplement communaux. Et qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui se passera plus exactement, si une commune dit non et qu'elle s'oppose à un grand groupe qui a des épaules juridiques et financières beaucoup plus larges que les communes? Je propose qu'on prenne plusieurs questions, peut-être, comme ça on... Jean-Marc Vasse. Oui, Jean-Marc Vasse, bonjour, maire de Terre de Caux. La ministre a parlé tout à l'heure d'agilité des territoires, qu'il faudra s'adapter. Bien évidemment, on n'a pas attendu que le service public de la petite enfance se mette en œuvre en tant qu'autorité organisatrice au 1er janvier, puisqu'on fait les uns et les autres. Certaines Comcom le font, d'autres communes, villes le font. Comment faire lorsque des communes veulent garder l'exercice du service, tandis que d'autres communes veulent que ce soit l'interco? Alors bien sûr, on peut dire, bah voilà, on va transférer. Comment pouvons-nous organiser, dans le cadre d'un transfert, parce que l'agglo a été saisi par la CAF pour mettre en place la CTG, que tout le monde y a contribué, pour que l'exercice puisse continuer de se faire pour les communes qui le souhaitent? Dit autrement, est-ce qu'on peut envisager, c'est donc une question pour la DGCL, est-ce qu'on peut envisager une délégation de compétences? Ok, l'interco récupère le transfert, et dans l'agilité des territoires, en fonction de la situation, parce que sur tous les territoires de France, il y a des villes qui veulent continuer et qui ne veulent pas perdre cet exercice, tandis que d'autres ne peuvent pas faire et demandent à ce que ce soit l'interco qui le fasse. Alors moi, je suis vraiment favorable à cette agilité du territoire et j'aimerais bien qu'on puisse nous répondre sur cette capacité à accepter la délégation de compétences, étant entendu que tout interco n'est qu'un EPCI. Je crois pardon, on va prendre les deux dernières questions, peut-être madame et monsieur, et ensuite on laissera répondre.
Bonjour, Marie-Jo Joubert, élue à la commune de Millery dans le Rhône, petite enfance. Très pratico-pratique. Nous avons signé une CTG il y a 4 ans, elle doit se renouveler au mois de décembre. À ce jour, nous n'avons aucune indication de la part de la CAF pour nous donner des instructions pour la renouveler. Deuxièmement, aussi pratico-pratique, le guichet unique, obligatoire, pas obligatoire, par qui? Voilà, des petites questions très pratico-pratiques. Et une dernière question, c'était vous, hein, monsieur. Bonjour, mais je crois que ça reprend la question de la dame tout à l'heure. En fait, je suis vice-président à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne dans le Tarn-et-Garonne, dans le 82. Donc, en effet, il était urgent d'avoir ce schéma petite enfance. Moi, j'en suis particulièrement ravi. On a vu pousser des micro-crèches partout sur notre territoire où on n'a eu jamais notre mot à dire. Les maires ont découvert qu'en fait, avec une autorisation d'urbanisme, il y avait des micro-crèches qui poussaient partout, qui sont venus faire concurrence à l'ensemble de nos crèches associatives, qui sont, du coup, pour les techniciens, des crèches pages et non pas des crèches PSU, avec des taux d'endettement et de surendettement des familles qui se sont inscrits dans ces structures. Donc franchement, un vrai carnage sur nos territoires, sur les micro-crèches. Aujourd'hui, j'entends madame qui nous parle d'avis qui seront donnés par les autorités organisatrices, qu'elles soient communales ou intercommunales. Un avis n'est pas une autorisation. C'est-à-dire que, est-ce que cet avis, s'il est défavorable de la part des élus locaux, deviendront opposables? Allez-y, Mme Domingo. Je propose de répondre à plusieurs voix. Oui, on va répondre à plusieurs voix. Donc, sur l'avis, je confirme qu'aujourd'hui, pour tous ces projets privés, le CD, en général, vous consulte pour avis. Et quel que soit... Alors, peut-être des fois, il ne vous consulte pas, peut-être des fois, vous ne répondez pas. Mais en tout cas, cet avis est non conforme. La loi prévoit un avis opposable, conforme. Et donc, c'est bien ce que j'ai dit. C'est la première étape du process d'autorisation pour un acteur privé. Voilà, l'opportunité d'implanter ce projet de crèche, c'est-à-dire à tel endroit géographiquement, pour un nombre de places défini, avec une tarification définie. Voilà, et donc vous pouvez tout à fait, enfin le critère de tarif pratiqué par la commune et donc le mode page versus PSU, eh bien ça c'est évidemment un critère d'appréciation pour vérifier que le projet correspond aux besoins des habitants de votre territoire. Et cet avis doit être favorable pour permettre aux porteurs de projets de passer à l'étape suivante, qui est de demander l'avis d'autorisation du CD, qui lui appréciera le projet sur d'autres critères qui ne seront pas le tarif, qui ne seront pas l'implantation géographique, mais qui seront peut-être l'équipe pédagogique, la conformité bâtimentaire, le projet pédagogique. Voilà. Et peut-être lié à la... Anne, vous voulez répondre dans un second temps par rapport à la question de madame, comme vous voulez. Oui, bah, donc sur ce point, là pour le coup, il y a un décret à prendre. Le décret est en consultation et fait l'objet d'un avis du Conseil national, du CNEN, mais je n'ai plus l'acronyme en tête. D'évaluation des normes, pardon. Voilà, et donc il sera examiné le 27 novembre au CNEN, et donc il suit bien voilà, son process. On devrait arriver dans les temps pour sa publication, et il sera complété d'un arrêté, voilà, parce qu'on ne veut pas une réglementation trop bavarde, pour définir voilà, les dossiers qui devront être complétés pour solliciter l'avis de la commune, et donc qui permettra de lister un peu les critères d'appréciation pour les communes. Et alors juste pour être bien sûr, parce que je sais pas, ce que vous dites, c'est que finalement les critères ils seront précisés, et donc c'est-à-dire que lorsqu'un groupe, par exemple, contesterait en disant je souhaite attaquer, c'est ça, pour que ce soit le plus clair possible et que la commune, entre guillemets, soit dans une objectivité et puisse pas être accusée d'être à la tête du client en quelque sorte. Oui, en tout cas, les refus devront être justifiés au regard de critères qui sont relatifs aux besoins identifiés sur le territoire, et notamment quand tout le monde en sera doté du schéma d'orientation, de planification du développement de l'accueil de jeunes enfants. Sur la question de monsieur le maire de Caussène, ouais.
Oui, pour ce qui concerne les 4 items du service public de la petite enfance, le législateur a bien précisé que ces 4 items sont sécables. Et donc l'idée, c'est que l'autorité organisatrice, idéalement, elle pilote l'ensemble des 4 items, mais le législateur a prévu que l'un ou l'autre de ces items peut être transféré par la commune à un syndicat ou à l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement sur un même territoire plusieurs autorités organisatrices en fonction du fait qu'elles portent l'un ou l'autre de ces items. Par ailleurs, une fois que c'est... Donc on peut avoir... voilà. Mais une fois que l'interco, par exemple la communauté de communes, exerce l'ensemble de la compétence, si elle souhaite, en accord avec une commune concernée, une commune membre, ne plus exercer sur une partie du territoire, elle peut rendre la compétence à cette commune, puisque c'est tout ou partie des compétences sur tout ou partie du territoire. Donc peut-être, si j'ai bien compris votre question, ça ne me semble pas poser de difficulté. Peut-être juste sur ce point, hein, au moment du débat sur la loi, hein, la demande a été de rester dans le droit commun, et donc il n'y a pas de dérogation par rapport au droit commun et la loi 3DS. Et sur l'avis qui ne serait... La dernière question, voilà. Elle a déjà répondu? Ah bon. Bon, en plus, donc très bien. Bon, ben alors c'est bientôt fini alors? Voir, c'est presque fini ou c'est fini? Alors je vois un bras qui se tend, mais alors je propose que ce soit vraiment la dernière question. Ah oui, les questions. Ah oui, je savais pratiques, vous avez raison. Pratiques. La plus sur le guichet simple, notamment. Oui, sur le guichet, voilà. Sur le guichet unique, en fait, comment dire, la loi prévoit effectivement que pour les communes de plus de 10 000 habitants, elles doivent se doter d'un relais petite enfance, notamment pour exercer la compétence d'information des familles et de soutien à la qualité d'accueil. D'après les estimations de la branche famille, il devait y avoir environ 150 communes de plus de 10 000 habitants qui n'étaient pas encore dotées d'un relais petite enfance. Donc évidemment, voilà, on suit tout particulièrement, enfin la branche famille suit tout particulièrement ces communes qui n'en sont pas encore dotées. Ce qui ne veut pas dire que un relais petite enfance dans les communes de plus de 10 000 habitants, il y en a des très grandes, c'est suffisant. Et donc on sait qu'il y a des endroits où le maillage est plus important et on l'encourage. Et effectivement, l'idée de guichet unique n'est pas posée par la loi. En revanche, c'est évidemment, ça fait partie des bonnes pratiques et notamment des bonnes pratiques qui seront valorisées dans les outils qui seront bientôt mis à disposition en illustration de la compétence d'information et d'accompagnement des familles. Merci. Et le renouvellement de la CTG. Je crois que la CNAF... Oui, j'ai essayé habilement de ne pas répondre à cette question. Mes pouvoirs tentaculaires ne vont pas jusqu'à connaître l'intégralité des calendriers des CTG et la façon dont la CAF... Voilà, ce que je vous propose, c'est d'en discuter avec la CAF localement, enfin les contacter pour voir ce qui va se passer. Eh bien, on va s'en occuper. Voilà, un engagement de... C'est dans le Rhône, si je sais ça. C'est quel département, dans le Rhône, madame. Rhône, très bien. On fait un peu de délation. Bon, voilà. Bon, ça y est, on dit au revoir. Oui, simplement d'un mot, mille merci à nos intervenants. Je vous propose de les applaudir chaleureusement. Oui. Et mesdames et messieurs, comme vous le voyez, le sujet d'actualité, il est éminemment sensible. Je vous invite toutes et tous, si ce n'est pas le cas, à rejoindre le groupe de travail, puisque c'est une chose au 1er janvier de passer la compétence, mais derrière, il va falloir la faire vivre. Donc, on a besoin aussi de vos retours de terrain. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe de travail. Merci à tous. Merci à vous tous, merci.